Une fois de plus, je vous remercie tous d'être présents ici aujourd'hui. Je vais vous présenter le champ d'application, l'intention et les projets de Natura Share. Le but étant de retrouver de la nature dans les villes de Civis. Il s'agit de l'événement de lancement de ce programme. Je ne sais pas comment l'intituler, car aujourd'hui, c'est un événement de 90 minutes, mais nous allons lancer le recueil des données Civis au cours des prochaines semaines. Le but est de vous présenter brièvement NaturaShare et Civis et Open Labs et nous vous présenterons également des témoignages locaux des différents territoires de l'Alliance Civis. Ensuite, nous aurons 3 intervenants qui nous livreront leurs réflexions et inspirations et nous vous inviterons ensuite à participer à des actions locales. Introduction brève à NaturaShare. NaturaShare a été lancé dans le contexte de l'Alliance Civis. Civis est l'une des alliances européennes qui a été construite il y a 3 ans et sa devise est d'être une université civique européenne. Nous avons commencé avec 8 universités. Aujourd'hui, nous avons accueilli 2 universités supplémentaires. L'Université d'Aix-Marseille en France, l'Unité nationale et capodistrienne d'Athènes, l'Université de Bucarest, l'Université libre de Bruxelles, pour laquelle je travaille, l'Universidad Autónoma de Madrid, la Sapienza Università de Rome, l'Université de Stockholm, l'Université Ebrard Karls de Tübingen et nos 2 derniers membres, l'Université de Glasgow et l'Université Paris-Londres à Salzbourg. Voilà. Nous sommes donc en contact non seulement avec 10 universités, mais 10 territoires également, car le but principal de Civis est d'avoir un ancrage dans les territoires où nos universités sont implantées. Il y a 4 valeurs principales qui inspirent le programme de Civis. L'éducation, bien entendu, l'éducation des étudiants. Il y a également un axe recherche, la recherche pour comprendre les sujets, des activités classiques des universités. Ensuite, un axe innovation basé sur l'idée de trouver des solutions, relever les défis, proposer de nouvelles solutions sur le plan technique, voire social. Mais ce que Civis a de spécifique, c'est la question de l'engagement civique. Le fait que les étudiants, les enseignants soient ancrés dans, que l'enseignement des étudiants soit ancré dans des problématiques du monde réel. Les étudiants sont encouragés à s'engager à des activités civiques, au travail dans les ONG, des collectifs citoyens, par exemple. Mais le rôle de l'université engagée dans son territoire d'une manière globale pour cet engagement. Les Open Labs ont été créés sur chacun des territoires. Quel est le but d'un Open Lab? Traditionnellement, on peut voir d'une part l'université avec ses étudiants, ses enseignants, ses chercheurs et son personnel administratif. La plupart du temps, c'est une description qui était exacte, mais à un moment donné, ce ne l'était plus à 100%. Les universités ont été décrites comme des tours d'ivoire.
la communauté universitaire vivait dans son propre monde et regardait l'extérieur de loin. Il y a d'autre part le reste du monde, le territoire, la ville et la population qui y réside. Les villes, les administrations, les associations, les innovateurs, les entrepreneurs et toutes ces personnes qui n'ont pas de lien proche ou éloigné avec l'université. L'idée des Open Labs est de créer un espace physique ou un espace où les pratiques permettent à la communauté universitaire et du territoire de se rencontrer pour discuter, pour trouver des questions communes, des défis communs et trouver, élaborer des solutions et comprendre les problématiques. Les Open Labs sont fondamentalement des espaces où la réunion est autorisée, la collaboration est encouragée et l'élaboration collective de solutions représente l'un des objectifs principaux. Et ensuite, lorsque vous êtes dans cette configuration, vous pouvez élaborer des solutions, donc vous pouvez innover. Vous pouvez engager la recherche et l'apprentissage des étudiants. Le but est d'élargir le champ, élargir les pratiques et la zone de travail des Open Labs entre université et territoire. Fondamentalement, nous avons 10 Open Labs. Ces 3 dernières années de Civis, nous avons testé plusieurs manières de collaborer, de lancer des collaborations entre territoires et universités. Et je vais vous montrer une brève vidéo au sujet d'une collaboration qui a eu lieu à Rome, qui a impliqué Zapata Romana et plus particulièrement l'un des jardins ou potagers urbains à Rome et l'université La Sapienza de Rome qui a aidé ces potagers et leurs exploitants à mieux comprendre comment promouvoir le jardinage urbain. La vidéo parlera d'elle-même. Le projet est de faire en sorte que les différents intervenants puissent être informés à la durabilité. Nous cherchons à informer les agriculteurs urbains locaux sur la biodiversité. Nous les aidons à évaluer la biodiversité grâce à l'application d'ATAR. Nous les aidons à faire la multiplication de semences, etc. Pourquoi un projet sur l'agrobiodiversité à Rome? Eh bien, pour commencer, Rome a plus de 200 potagers urbains où les citoyens urbains volontaires impliqués dans ces projets apprennent la durabilité, apprennent à rendre les villes plus durables. Ce projet a des partenaires internationaux et des partenaires romans locaux et cela nous donne la possibilité de créer un pont et d'échanger des informations en réseau entre agriculteurs locaux et fermes partenaires ou agriculteurs partenaires internationaux. Donc, c'était là le champ de Seminati, un des projets financés par la Sapienza à Rome, dans le cadre d'une collaboration. Puis, je peux vous présenter brièvement un autre projet qui a été financé cette fois-ci à Bruxelles, qui était thématiquement lié à Seminati.
par Biorama. Cet événement de recherche et d'action fut un grand succès, tant d'un point de vue scientifique que pour ses rencontres, apprentissages et découvertes. En guise de rappel, un BioBlitz est un inventaire éclair de la biodiversité, réalisé généralement en 24 heures et sur le plus d'espèces possible. Avec nous étaient présents des personnes impliquées dans la préservation de la biodiversité sur le territoire, ainsi qu'un public averti ou simplement curieux. Tous ensemble, depuis le parc des Portes de Halle, nous sommes partis explorer les recoins d'un des quartiers les plus minéralisés de tout Bruxelles. Au détour des rues, nous sommes tombés sur une carotte sauvage, un pigeon sans tête suite au passage d'un faucon pèlerin, un repère de coccinelles asiatiques, des perruches et multitude de plantes sauvages. Grâce à toutes ces observations, un inventaire des espèces introduites a pu être réalisé, comme on peut le voir sur ce graphique. En isolant les espèces invasives et en réalisant des bioblitz de manière fréquente, on pourrait très rapidement imaginer, grâce aux citoyens, partager une carte complète et toujours d'actualité de ces plantes non bénéfiques pour nos écosystèmes. Cet outil pourrait alors être utilisé par les services communaux pour pouvoir les remplacer rapidement par notre flore locale, plus propice à la biodiversité. Cette méthode participative est, nous en sommes convaincus, un atout et ouvre des possibilités et champs d'action pour notre environnement. Pourtant, ces événements sont encore trop peu présents. En effet, ce BioBlitz était le tout premier urbain organisé dans la ville de Bruxelles. De même, la majorité des BioBlitz dans le monde sont organisés dans des réserves naturelles, à la campagne ou bien dans des parcs. Ici, en plus de récolter des données et de reconnecter les citoyens à leur environnement, cet événement a été une véritable expérimentation. Le temps d'une matinée, plongé dans nos observations, un tissage de relations avec le vivant qui nous entoure a remplacé un moment la proximité du béton et des voitures. Une sensation nous reliant à ce vivant s'est dégagée pour tous les participants. Impression de campagne, intemporalité, émerveillement, comme en témoignent les commentaires dans le livre d'or. Biorama peut aujourd'hui, grâce aux données récoltées avec les citoyens, explorer les nombreuses possibilités qu'offrent de prochains BioBlitz. D'une part, pour créer plus de reliance entre les humains et le monde du vivant, et d'autre part, pour relier un ensemble d'acteurs engagés dans l'écologie d'un quartier. Ce n'est en effet qu'en prenant conscience de la vie qui nous entoure que l'on pourra construire le monde de demain en accord avec la biodiversité. Comme vous pouvez le voir, ces deux projets étaient étroitement liés dans les thèmes qu'ils abordaient, mais cela n'était pas prévu initialement. Et cela montre bien, selon nous, que la biodiversité et les jardins urbains sont des sujets d'intérêt, des sujets qui posent à se questionner, mais qui poussent également les citoyens à agir. Nous avons donc décidé de nous concentrer davantage sur ce sujet en déployant Nature à Share. Alors, en ce qui concerne la biodiversité, comme vous pouvez le voir à l'écran, plus de 40 000 espèces sont menacées d'extinction. Et donc, il ne s'agit pas d'une érosion, mais d'une perte massive de nos espèces dans les 6 règnes de la vie. Et cela est très inquiétant car, comme vous le savez probablement, la biodiversité est indispensable pour soutenir la vie sur Terre et l'humanité dépend à 100% de cette biodiversité. Il est donc indispensable que cette biodiversité se porte bien. Il y a donc de grands défis à relever, des décisions politiques
ne vont pas dans la bonne direction. Cependant, dans le même temps, comme vous avez pu le voir sur les 2 vidéos qui ont été diffusées, les jardins urbains évoluent, se développent dans le monde entier et ils peuvent se développer sous diverses formes, qu'il s'agit de grands jardins urbains sur le terrain ou de jardins urbains sur les toits d'immeubles. Il peut également s'agir d'espaces très étroits entre des immeubles. Ils peuvent être gérés par quelques personnes ou par un nombre plus important de personnes. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a différentes formes sous lesquelles peuvent se présenter ces jardins urbains. Alors, ces jardins urbains peuvent-ils être des oasis de biodiversité? Eh bien, c'est un sujet que l'on aimerait aborder avec vous. Vous qui êtes des citoyens, mais également des membres d'universités couverts par les territoires de nos universités. Alors tout d'abord, nous aimerions partager avec vous des histoires locales, afin de vous parler davantage de la biodiversité, de la diversité des jardins urbains, mais également des défis liés aux jardins urbains dans les différents territoires. Alors tout d'abord, rendons-nous à Marseille. Nous allons vous montrer des jardins urbains qui vont être créés sur le campus de Saint-Jérôme. Ensuite, nous mettrons en avant 2 spécificités. Donc, le fait que ces jardins urbains sont développés sur le campus. Cela fait donc partie intégrante de la vie de l'université. Et l'idée est également d'aborder certains besoins locaux des communautés locales. Et je suis l'actuel président d'Anima pour l'année universitaire 2021-2022. Le projet dont on va parler aujourd'hui, c'est ce sentier biodiversité bien-être et ce qui en découle, et notamment le jardin partagé. Alors, ce sentier biodiversité bien-être, il va être présent sur le campus de Saint-Jérôme, là où est basé Anima. Quelques points remarquables de ce sentier biodiversité et bien-être tournent autour du jardin botanique, d'une pinède, d'une oliveraie, d'une butte écologique, mais aussi d'un jardin partagé, dont on parlera plus tard. 3 objectifs principaux à ce sentier biodiversité et bien-être, c'est le bien-être, avec pour ambition d'être accessible à l'ensemble des personnels et étudiants d'Aix-Marseille Université, qui auront possibilité de se promener, de courir et de se détendre dans un espace qui sera aménagé sur le campus et accessible et sécurisé. Voilà. Un autre volet de ce sentier, c'est la biodiversité. Donc, des structures pour protéger la biodiversité vont être mises en place tout le long du sentier. Et aussi, il y aura des structures permettant, un peu plus pédagogiques, permettant de sensibiliser le grand public autour d'espèces remarquables ou via des hôtels à insectes ou des nichoirs, etc. Troisième volet de ce sentier biodiversité bien-être, ce sont les animations avec des organisations d'événements, comme par exemple la taille des oliviers ou la récolte d'olives, mais aussi de la découverte de la biodiversité qui auront lieu sur ce sentier en collaboration avec Anima et qui auront lieu du coup à Saint-Jérôme. Voilà. Alors le jardin partagé, qui fait lui-même partie du sentier biodiversité bien-être, regroupe environ 3 grands objectifs. Le premier, ça va être de mettre en place gratuitement une distribution de l'ensemble des fruits et légumes qui seront produits pour les étudiants. Donc ça, on a souhaité le mettre en place suite à la crise du Covid, où on a vu que c'était vraiment les étudiants qui étaient le plus touchés par cette crise. Donc voilà, c'est un moyen un petit peu d'agir à notre petite échelle. Alors ensuite, le second objectif, ça va être de mettre en place des pratiques de jardinage respectueuses et de l'environnement et écologiques. Et enfin, le troisième objectif, ça va être de proposer un lieu d'échange, de convivialité, mais aussi d'apprentissage pour les étudiants. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce jardin partagé? Eh bien, tout d'abord, une vingtaine de bacs potagers hors sol qui seront chacun alimentés par un arrosage automatique. Donc ça, on a vraiment voulu cet arrosage pour les vacances scolaires, où les étudiants ne sont pas forcément présents sur le campus. Donc ça nous permettra d'assurer une autogestion de ces bacs-là. Ensuite, il y aura d'autres installations, comme notamment une serre,
une spirale à insectes. Donc ça, c'est un muret qui sera installé pour accueillir la biodiversité et plus particulièrement les insectes pollinisateurs. Il y aura également des arbustes fruitiers qui seront installés tout le long du jardin. Et enfin, un lieu de détente avec de quoi se restaurer ou de quoi se détendre. Et également un petit cabanon qui sera installé pour permettre de stocker tout simplement nos outils. Voilà. Donc, vous pouvez voir ce qui va être déployé à l'Université de Marseille. Comme vous pouvez le voir, cela permet également de relier les territoires, car cela sera disponible pour l'ensemble des membres de la communauté locale. Alors, maintenant, direction Tübingen, où vous allez pouvoir découvrir un projet qui a été lancé il y a quelques années et qui vise à restaurer les fonctions écologiques des écosystèmes et qui montre également comment les espaces publics sont gérés. Bonjour, je m'appelle Marie, j'étudie la géoécologie à l'université de Tübingen et je fais également partie de l'initiative Colorful Meadow qui a été fondée par des étudiants et du personnel de l'université en 2012. L'objectif principal de l'initiative est de mettre en place un régime de fauchage extensif sur les espaces verts publics dans la zone urbaine de Tübingen. Nous travaillons en étroite collaboration avec les communautés locales et avec le conseil municipal de Tübingen. Outre l'amélioration de la biodiversité, les prairies riches en espèces sont également très utiles pour le stockage du carbone, la rétention d'eau et bien sûr la régulation du climat. Il y a aussi de nombreuses possibilités en matière d'éducation et de recherche. Un régime de fauchage extensif est essentiel car les plantes ont besoin d'au moins 6 semaines entre la floraison et la maturation des graines. Et sur 400 espèces de plantes de prairie, seuls 10% ne sont pas sensibles à une fauche fréquente. Cela signifie, à son tour, qu'avec une fauche intensive, nous excluons plus de 90% de toutes les espèces de plantes de prairie. Mon nom est Oliver Betts, je suis professeur d'entomologie à l'université de Tübingen. Et oui, les prairies sont aussi très importantes pour les insectes, car les insectes se nourrissent du pollen et du nectar de la plante. Mais ils se développent aussi dans le tissu de la plante, c'est-à-dire les feuilles, les tiges et les racines. Il est donc très important de laisser les prairies plus ou moins non fauchées, ou au moins de ne les faucher qu'une ou 2 fois par an, afin de permettre aux insectes de survivre dans ces plantes. Et c'est la raison pour laquelle l'initiative Colorful Meadow plaide en faveur d'une tonte extensive des prairies. Il ne faut la tondre qu'une ou 2 fois. Autre question importante, eh bien, il faut laisser 10% de la prairie non fauchée pendant l'hiver, car les insectes ont besoin d'un espace pour hiberner. Donc, il suffit de tondre 90% et de laisser 10% tel quel pendant l'hiver. Merci. Alors, ce projet, comme vous venez de le voir, a été créé il y a 10 ans et ce concept a été développé sur l'ensemble du territoire urbain de Tübingen. Allons maintenant à Bucarest afin de découvrir le contexte local dans lequel la nature peut se développer dans la ville. Alors, l'idée est tenir compte des pratiques mises en place à Bucarest. Bonjour de Bucarest. Dans le projet NaturaShare actuel, les jardins urbains suivants seront impliqués. Un jardin privé dans la partie nord-est de la zone périurbaine, 2 à l'intérieur de la ville, un gardien
autour du quartier des immeubles dans la partie nord-ouest de la ville, les jardins expérimentaux. Ah, excusez-moi. Hi from Bucharest. In the current NaturaShare project, the following urban gardens will be involved. Bonjour de Bucarest. Dans le projet NaturaShare actuel, les jardins urbains suivants seront impliqués. Un jardin privé dans la partie nord-est de la zone périurbaine, deux jardins à l'intérieur de la ville, un jardin autour du quartier des immeubles dans la partie nord-ouest de la ville, les jardins expérimentaux de l'Université d'agronomie et le verger communautaire dans la partie sud de la ville. Nous voulons remercier les personnes qui nous ont facilité l'accès à ces zones et nous ont aidés pour la logistique. Dan Papulescu, Valérie Lilia Gorgier, la famille Popescu et Andrin Bovovica pour le support technique. À Bucarest, les grands jardins communautaires sont inexistants. Cependant, les gens s'adaptent et tiennent de petits jardins. Par exemple, les zones autour des immeubles peuvent être utilisées par une ou plusieurs familles à des fins de production et de loisirs. Dans cette zone, le propriétaire a même construit un solarium. As you can see, Comme vous pouvez le voir, various cultivated species. il y a différentes espèces qui sont cultivées. And some furry friends. Et des amis à fourrure. The Mărțișor Community Orchard, one south side of the city, is now part of Bucharest as a consequence of urbanization. It is maintained by volunteers and various events can Le be verger communautaire de Martissor, côté sud de la ville, fait maintenant partie de la forêt de Buchanan. Conséquence de l'urbanisation, il est entretenu par des bénévoles et divers événements peuvent être organisés. Vous avez donc un aperçu rapide de différentes activités qui ont été développées dans nos villes. C'était une manière de vous montrer l'origine, le contexte urbanistique de ces jardins, mais il s'agissait également de mettre en relief des questions ou certaines des questions spécifiques qui pourraient être abordées avec cette proposition locale, mais également les difficultés spécifiques à surmonter. Je voulais à présent prendre le temps de discuter avec trois intervenants. Que nous avons réunis pour cette séance. Je vais donc laisser la scène à trois personnes ici. Il faut que je cesse de partager mon écran. Vous allez sans doute maintenant voir ma vidéo ainsi que mes diapos. Si tel n'est pas le cas, dites-le moi. Mais vous devriez voir à l'écran les photos de nos trois intervenants. Je commencerai par vous présenter Jolaine Bergers, qui est architecte, qui travaille à Bruxelles sur
les questions du développement urbain et de la biodiversité et leurs tensions. Ensuite, Silvia Cioli de Rome, qui est l'une des cofondatrices de Zapata Romana, qui est une initiative de réseautage et de cartographie des jardins ou potagers urbains à Rome, et Sophie Gachet, chercheuse à l'Université d'Aix-Marseille, biologiste de formation. Elle a participé à de nombreux projets de recherche-action et elle travaille également à la vulgarisation scientifique. Je voulais que Sylvia, Yolande et Sophie commencent par se présenter très brièvement. En quelques phrases, quelle est votre implication actuelle dans le domaine de la biodiversité, jardin urbain, nature en ville? Sylvia. Bonjour à tous, merci. En tant que cofondatrice de Zapato Romana avec mon collègue Luca De Eusebio, nous sommes d'abord concentrés sur l'espace public. Nous nous sommes rendus compte du phénomène incroyable des citoyens actifs dans les zones urbaines en friche, abandonnées, qui non seulement faisaient des potagers, mais s'occupaient des zones délaissées de la ville. Après l'exercice de cartographie, nous nous sommes retrouvés à lancer un projet de potager urbain, Hortus Urbis, dont l'objectif principal est l'éducation et la diffusion de la biodiversité, du jardinage et des pratiques durables. Nous nous adressons à des jeunes, à des enfants, à des adultes. Nous organisons des ateliers, nous cultivons des plantes qui étaient connues à l'époque romaine également. Merci. Voilà notre contribution, Yolaine. Je suis chercheuse en urbanisme et collaboratrice au mouvement citoyen à Bruxelles. Dans ma recherche également et dans mon travail pour le mouvement citoyen, je travaille sur les sites urbains qui font l'objet de plans d'urbanisme. Et sur la base de ces plans de développement urbain, d'urbanisme, souvent il y a des préoccupations citoyennes pour ces zones. J'essaie de voir comment dans ces sites il peut y avoir des connaissances alternatives sur, on peut se construire des connaissances alternatives sur des espaces. Et donc, j'ai une perspective qui inclut l'autre que l'humain, et donc l'idée du droit plus qu'humain aux villes. Et plus spécifiquement, je suis également dans un Open Lab avec Étienne. Je travaille sur un projet pour essayer de faire des espaces à Bruxelles et nous effectuons des observations et je travaille également sur le réseau multi-espèces à Bruxelles et je travaille sur des cartes narratives qui peuvent faire état des préoccupations que la population peut avoir au sujet de zones qui peuvent être développées dans la ville. Sophie, s'il vous plaît. Sophie, veuillez brancher votre micro. Hi, I'm a researcher in vegetation communities of
Bonjour, je suis chercheuse. Les interprètes entendent très très mal les Yes, orateurs. I'm sorry, very few. It's very hard for me to speak because En fait, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer, dit l'oratrice, parce que I'm still I'm still ill because of the COVID. So je suis encore my voice is very low. Sorry. ici à cause du Covid. J'ai So I try. la voix qui n'est pas encore très forte. Faites de votre mieux, mais dites-nous si vous êtes trop fatigué. Merci en tout cas d'être là, Sophie. Thank you. I do my research on plant communities in peri-urban spaces. Je fais ma recherche sur les communautés dans les zones périurbaines. Et And in around Marseille, we have autour de Marseille, nous several avons areas plusieurs zones characterized by caractérisées a lot par of plants, industrial la présence de beaucoup d'usines, de zones industrielles which are qui but no, sorry, I can't explain Non. that. So. Excusez-moi, ça je ne peux pas vous l'expliquer. And I'm a teacher too in Je suis également Aix-Marseille enseignante University. à l'Université d'Aix-Marseille. I teach ecology, of course. J'enseigne And I belong for my l'écologie. research to the lab IMBE here, just here behind me. Our topic is in this lab is to Notre sujet dans notre laboratoire, dans notre care about Open Lab, biodiversity and especially c'est la Mediterranean biodiversité méditerranéenne surtout. And as the Mediterranean areas, especially the Mediterranean biome around the Mediterranean Sea, Étant donné que is le milieu very méditerranéen crowded. Of course, est très peuplé, surtout autour de la mer Méditerranée. Nous étudions la biodiversité dans le contexte urbain. This is one thing. The second thing is I'm very Ensuite, concerned by the wellness of the je suis très students, préoccupé par le of my bien-être des students, étudiants, de especially mes étudiants, since, surtout, the COVID pandemic. Surtout en And, temps de pandémie de Covid. And it reveals that the students are vulnerable people. And, Cela montre que les étudiants sont des personnes vulnérables, especially in front of the food self-sufficiency. And the reason for that, the idea of a shared garden on the campus, not only my campus, all the potager campuses collectif of Aix-Marseille sur le University. campus, non seulement sur mon campus, mais sur tous les campus de l'Université d'Aix-Marseille. Increased since this pandemic. S'est développé depuis la pandémie. Several students gathering in an association named Anima for Naturalism. Et plusieurs étudiants ont créé une association nommée Anima. And this association Cette association is involved in this participe shared garden à ce projet de potager collectif, comme expliqué dans la vidéo de jardin partagé. Yes. And that's all. Et c'est tout. Several other things, but I prefer to take your questions. J'aurais encore d'autres choses à dire, mais je préfère répondre aux questions. Ma deuxième question, et n'hésitez pas à intervenir dans un ordre différent, quelles sont vos préoccupations concernant la biodiversité et les jardins urbains dans la ville? À votre sens, quelles sont les tensions principales et défis principaux par rapport à ces deux sujets? Urban gardens are exactly spots where citizens act, where they can take care of piece of land, come back to nature. Les citoyens peuvent s'impliquer. C'est là que la production alimentaire
peut être mélangé aux habitudes où la nature et les aspects humains se mêlent. Les gens ont adopté un nouveau style de vie et ont commencé à s'interroger. Allons-nous, d'où viennent nos graines? Quelles sont les différences qu'il y a sur le marché, dans les supermarchés? Et peuvent échanger des recettes de grand-mère, des recettes traditionnelles, des astuces. Ah oui, je me souviens de ce légume était délicieux. Où est-ce que je peux en trouver? Et donc c'est un lieu de rencontre, un lieu où les gens posent des questions et agissent. Donc je pense qu'il y a un véritable potentiel qui est dans ces lieux. Alors, j'ai été assez fascinée par le projet Meadow et cela me permet de me sentir mieux car à Rome, il y a beaucoup de terres agricoles car ce n'est pas une ville densément peuplée. Et là, il y a des problèmes d'entretien de ces parcs. Et donc, il y a de grandes prairies qui ne sont jamais coupées, entretenues. Et les citoyens ont tendance à penser que ce n'est pas une bonne chose, mais si l'on observe les choses sous cet angle, eh bien, on voit que tout compte fait, ce n'est pas si mal que ça. Donc, je trouve qu'il est assez fascinant de voir qu'il y a des espaces urbains, des espaces dans les villes où les gens interagissent les uns avec les autres. En ville, on a l'impression que chacun a son propre espace privé, même dans les parcs. Les personnes âgées sont sur les bancs, les enfants jouent dans les parcs, d'autres font un jogging, d'autres personnes lisent leurs livres, mais il y a d'autres espaces qui peuvent permettre aux gens d'interagir, d'échanger leurs connaissances, leur savoir-faire, leurs traditions, leurs souvenirs et se poser des questions sur le changement climatique et l'avenir de notre planète. Merci beaucoup, Sylvia. Sophie, Yolaine, qui souhaite prendre la parole? I'm interested about the urban garden. Alors, ce qui m'intéresse dans ces jardins urbains, c'est la qualité de ce qui est produit dans ces jardins urbains, justement. Because of all the herbicides, phyticides, and all of that. And perhaps it can explain Cela the doubt explique peut-être les doutes que certaines personnes peuvent avoir ces fruits, ces légumes sont-ils comestibles? Car on sait qu'ils sont produits en plein milieu de la ville, donc ce sont des questions qui peuvent se poser. Oui, avec le problème de la pollution. Alors, j'ai également oublié de mentionner que je suis architecte de formation et je trouve que la question qui se pose avec la biodiversité dans les villes, c'est que ce ne sont pas des questions qui se posent uniquement par des experts. Donc, une des questions qui se pose est de savoir comment nous pouvons diffuser toutes les connaissances qui sont créées et comment pouvons-nous prendre part à des discussions qu'il y a entre les citoyens et les experts. Comment pouvons-nous mener cette réflexion sur la biodiversité et partager nos connaissances? Et comment rendre tout cela le processus de décision plus démocratique, par exemple, en créant des expériences avec différentes associations citoyennes ici à Bruxelles,
Donc, très souvent, lorsque des projets sont créés, que l'on parle de nature, eh bien, ce n'est pas simplement des questions d'espèces, mais il y a également des inquiétudes sur le droit de pouvoir s'exprimer sur ces endroits qui sont créés, d'avoir son mot à dire. La biodiversité est une chose qui peut aider les citoyens à prendre conscience de tout ce qu'il se passe dans la ville et de prendre part aux discussions sur le développement des villes, et ce, à différents égards. Oui, merci. La biodiversité peut également nous aider à nous réapproprier la ville. Alors, autre question, dans quelle mesure pensez-vous que les citoyens peuvent contribuer à répondre à ces besoins, par exemple, le sujet de la pollution, besoin de développer la biodiversité afin de préserver, protéger certaines espèces. Selon vous, quelle pourrait être l'incidence de la science citoyenne dans ce domaine? Bon, alors, j'ai peut-être été trop vite au début de ma présentation, mais concernant Biorama, projet mené ici à Bruxelles, eh bien, dans le cadre de ce projet, on utilise des protocoles qui permettent d'impliquer les citoyens dans le processus de production scientifique, qui permet aux citoyens de s'impliquer dans le processus de récolte des données. Donc, selon vous, comment la science citoyenne, l'implication des citoyens dans le processus scientifique peut permettre d'avoir un réel effet et de leur permettre de contribuer à la protection de la biodiversité, à s'impliquer dans les jardins urbains? Bien, je pense que c'est une question de savoir comment nous le faisons, car je pense que l'incidence pourrait être très forte et je pense que les citoyens qui s'impliquent dans des jardins urbains sont très curieux et ont envie d'apprendre des choses. Et donc, le défi est de savoir comment y parvenir. Comment pouvons-nous impliquer de manière facile, amusante, les citoyens? Comment pouvons-nous leur donner des informations qui permettent de donner du sens aux actions qui sont menées dans la discussion? J'ai vu qu'il y a des défis liés à l'implication des personnes, comment, par exemple, utiliser un compost. Certaines personnes n'ont pas du tout de compost et ça ne les intéresse pas, alors que d'autres sont très enthousiastes à cette idée. Et donc, je pense que c'est la même chose qu'à l'école. C'est la manière dont on présente les choses qui permet d'impliquer les gens. Si vous aimiez les maths à l'école, c'est parce que votre professeur était génial. Si vous détestiez les maths, c'est parce que votre professeur n'était pas aussi passionné. Et donc, il est très important de miser sur les relations humaines, en particulier lorsqu'on parle de jardin urbain. Et donc, la composante sociale est très importante. Alors, il y a peut-être des outils scientifiques qui existent, mais le charisme humain, le charisme d'un individu peut faire toute la différence dans un tel contexte. Donc, je pense que l'efficacité dépend de beaucoup de choses. D'une année à l'autre, eh bien, cela peut fonctionner ou pas, et cela varie d'une communauté à l'autre. Alors, c'est une communauté au sens large, car la nature est également inclue, les pollinisateurs. Et donc, quand on parle de communauté, on parle de tout ça. Merci Sylvia. Sophie, tu as levé la main pour prendre la parole?
Oui, ce que Sylvia vient de dire est très important pour moi. J'ai participé à un programme citoyen sur l'observation du changement climatique et de ses effets. Chaque personne qui a participé à ce programme était intimement convaincue de l'utilité de ce programme. Et chaque personne qui a participé à cet observatoire est consciente de la réalité du changement climatique, par exemple. Mais qu'en est-il des autres personnes? Ce que j'essaie de dire, c'est que avec ces jardins urbains, l'avantage principal, selon moi, c'est qu'il permet de créer des liens entre les personnes qui sont convaincues par ce type d'action en faveur de la biodiversité, en faveur de l'autosuffisance et d'utiliser des personnes charismatiques, des personnes qui ont de l'enthousiasme pour qu'elles puissent communiquer et convaincre d'autres personnes qui ne s'intéressent pas autant à ces thématiques. Je pense que c'est le principal défi que l'on rencontre dans tous ces programmes. Il faut convaincre ceux qui ne le sont pas encore. Il faut convaincre les personnes qui ont des grosses voitures polluantes. Donc pour moi, c'est ça le défi principal et c'est également le principal objectif que nous pouvons poursuivre à travers ces programmes. Oui, merci. Un programme qui permet d'impliquer les gens et d'inspirer les gens, de susciter l'intérêt également d'autres personnes. Yolaine, en effet, je pense que l'implication des citoyens est en quelque sorte une force complémentaire. Et donc, ce qui a été mentionné précédemment concernant l'implication de certaines personnes dans la ville, avec une observation à long terme de certaines zones, des espèces que l'on trouve dans ces zones. Et cela est peut-être différent d'autres rapports sur la biodiversité qui sont réalisés sur de plus longues périodes, par exemple. Donc, je pense qu'en ce sens, les citoyens ont une grande contribution à apporter. Et cela est essentiel si nous voulons comprendre les processus à court terme de manière très spécifique et dans des endroits bien précis. Ce qui concerne l'implication des citoyens dans la production de connaissances, je pense qu'il est très important de s'interroger sur des façons pour impliquer les gens dans des pratiques quotidiennes, parlant aux gens de choses qu'ils font quotidien auxquelles ils tiennent. Il y a différentes façons d'impliquer les citoyens. Je pense que si nous pouvons trouver des solutions pour intégrer ces actions dans le quotidien des individus, par exemple dans les jardins, dans des parcs, eh bien, je pense que cela pourrait être intégré dans des programmes, notamment des programmes scolaires, en demandant aux élèves d'observer les différentes espèces qu'il y a dans leur école. Donc, je pense que ce genre d'initiatives peuvent avoir un réel effet, car elles ont également le potentiel de faire changer les gens, leur manière de penser. Cela peut également changer la perception de l'environnement de certaines personnes et les pousser à agir.
Merci, Yolaine. Ceci nous amène à la toute dernière question. Une question adressée à vous trois. Quels sont les résultats, réalisations positifs que vous attendriez d'une initiative telle que NaturaShare? Sylvia, nous sommes tous curieux, bien entendu. On vient de parler des écoles et l'on peut peut-être penser à des Jeux olympiques de la biodiversité avec des lauréats, des gagnants, une sorte de challenge, une compétition entre différentes écoles pour commencer. Et ça, c'est intéressant, les écoles, parce que ça permet de faire participer les familles, les parents, les grands-parents, les amis à différents niveaux. Et je pense qu'il pourrait y avoir une édition l'année prochaine avec des défis et des prix, quelque chose du genre. Donc, s'attacher aux écoles et à partir des écoles atteindre les familles, oui, ce serait une bonne manière. Sophie, Yolaine. Oui, pour moi. Ah, allez-y, Sophie. I'm working on this way actually because Travaille sur cette manière, sur cette voie pour le moment. Il y a eu un symposium l'année dernière à Marseille. J'ai travaillé avec une association locale, une association nationale, donc le Petit Débrouillard. C'est une association qui est présente dans plusieurs régions françaises et nous avons sélectionné 10 classes d'élèves de plus ou moins le même âge, 10 ans. Nous avons essayé de les sensibiliser au changement climatique et à la désynchronisation de processus biologiques tels que la floraison, etc. Donc, ces processus et des autres organismes tels que les oiseaux, les insectes. En fait, nous avons fait participer aussi des écoles d'autres pays et l'obstacle de la langue a posé des problèmes parfois parce que nous n'avions pas de traducteur professionnel, mais parfois nous avons réussi à établir la communication à l'aide de dessins. Et travailler de la sorte, c'est une bonne manière d'impliquer les parents également parce que lorsque vous vous adressez aux enfants, à des enfants, ils savent très bien que la vie est précieuse, qu'elle est vulnérable et que plus de biodiversité ou la biodiversité maximale est souhaitable. Les enfants sont très enthousiastes à ce sujet, mais en grandissant, ils oublient cet intérêt pour la nature. Et avec l'exception de nos étudiants qui, bien entendu, sont engagés dans les études de la nature, beaucoup sont intéressés par d'autres choses. Je pense que c'est une bonne manière de généraliser les actions dans les écoles compte tenu de la malléabilité, de la plasticité du cerveau des enfants. C'est une possibilité que nous avons de les rendre conscients lorsqu'ils auront grandi. Donc, les enfants, c'est la jeune génération. Après avoir
visionné toutes les vidéos, le mot principal qui ressort, c'est le lien. Le lien entre les personnes et le lien entre les générations. Et cela peut peut-être créer une sorte de paysage de sensibilité, une sorte de puzzle de point de vue, en s'abstenant de juger et de dire que les personnes sont trop âgées, trop jeunes, etc. Il faut les aider à se rendre compte qu'ils font partie du même puzzle. Donc, excusez-moi, ça fait un peu New Age sur les bords, mais non, non, pas du tout. Non, non, cette idée du partage d'expériences, des expériences de territoire, mais également le partage entre générations, ça tient absolument la route. C'était très intéressant ce que vous suggérez ici. Mais en fait, le terme, c'est l'interdépendance. C'est cela, c'est là la clé à tous les niveaux. Merci Sophie. Yolaine, le mot de la fin. Oui, je voulais également parler de la manière dont Natura Share peut créer de nouvelles rencontres entre générations, personnes de milieux différents. Dans un sens, je trouve que c'est intéressant. Je pense à la dimension sociale des actions en matière de biodiversité et également la manière d'énoncer l'idée selon laquelle il existe un défi qui nous attend. La curiosité peut être un moteur, mais je pense qu'il est important qu'entre générations, qu'on ait une compréhension mutuelle des défis liés à la biodiversité. Si on fait la somme des différentes interprétations, cela peut être très utile pour surmonter ce défi. Ce qui nous donne un nouveau regard sur le monde comme un type de projet sur lequel il faut commencer à travailler. Je suis donc intéressé par les manières d'essayer de comprendre la nature et de se réunir du point de vue de comment allons-nous l'améliorer, le lien entre regarder et quelque part faire des projets pour l'avenir. Ce lien existe. Donc, il est bon de réunir des personnes, les laisser s'engager, les intéresser. C'est une étape, mais également le lien pour moi avec le projet du futur, avec la biodiversité. Il est là, il faut le faire, plusieurs générations et des gens de milieux différents. Je pense que là, je pense que c'est quelque chose de très puissant. Très bien. Le mot de la fin, faire le lien entre personnes, générations, territoires, c'est incontestablement une bonne manière de faire quelque chose ensemble. Merci Sylvia, merci Sophie, merci Yolaine. Vous nous avez donné un aperçu intéressant de vos pratiques, mais aussi de vos réflexions, tant personnelles que collectives, sur la base de votre travail avec des personnes qui travaillent sur ces questions. Merci. Je vous remontre mon écran. So, first, we've talked about the frame of CIVIS, the open labs, and the collaboration between. Donc, le cadre de CIVIS, les open labs, la collaboration entre territoires et universités. Nous avons parlé de cela. Nous avons également
vu deux exemples de projets où cette collaboration fonctionne par les Open Labs. Ensuite, nous avons eu des témoignages locaux qui nous ont dit que la diversité des contextes, des personnes, la diversité des contributions existe. Ensuite, nous avons eu la possibilité d'avoir les idées et réflexions de 3 femmes impliquées dans leur territoire, dans leur contexte, que ce soit la ville, l'université ou les deux. Ensuite, je voudrais vous inviter à passer à l'action en présentant des propositions au niveau local. Premier point, participer à des BioBlitz. Yolaine en a parlé. C'est ce que je vous ai montré dans la vidéo de Biorama. C'est une activité de citoyens qui aide les scientifiques en recueillant des données à l'aide de téléphones, mais nous nous rendons compte que c'est une manière très intéressante pour les personnes de découvrir la biodiversité, de mettre un nom sur une espèce que l'on ne connaissait pas jusqu'à présent. Et que c'était une manière très amusante d'explorer la nature dans la ville. Comment cela fonctionne-t-il? Nous vous proposons d'utiliser une application qui s'appelle iNaturalist, application qui a été développée aux États-Unis par l'Académie des sciences de Californie avec l'aide de National Geographic. L'idée de BioBlitz c'est de porter sur des domaines ou des régions très spécifiques, par exemple les jardins scientifiques, et de se faire à un moment très spécifique. Ici, nous sommes en configuration bien plus ouverte. Nous voulions vous offrir la possibilité tout simplement de faire l'expérience de l'activité amusante qui consiste à déambuler en ville, dans des jardins urbains que vous ne connaissez pas. C'est une excellente occasion de découvrir des endroits que vous n'avez jamais vus, ou si vous travaillez également dans les jardins urbains, découvrir les collaborateurs que vous ne voyez pas, les collègues que vous ne voyez pas, les insectes pollinisateurs et les autres plantes dont vous n'étiez même pas au courant de l'existence. Donc, découvrir ces collègues inconnus. L'objectif de iNaturalist et des plateformes qui utilisent cette logique, c'est vous rencontrez une espèce, vous en prenez une photographie, vous partagez la photo sur une plateforme. Là, certaines personnes effectuent l'identification et l'identifiant ou l'identifieur peut valider votre observation initiale. Dans le cas de iNaturalist, comme vous en rendrez compte, il y a une intelligence artificielle qui peut analyser les photos que vous prenez et qui peut vous faire des propositions initiales au sujet de l'espèce que vous avez photographiée. Que ce soit un champignon, un légume, une plante, un insecte ou tout autre type d'être vivant. Dans Biorama, ils ont donc pu recueillir beaucoup de données. Voici une carte des données produites par les citoyens de cette commune. Ils ont pris des photographies d'une grande diversité de plantes, de fleurs, de lichens et d'autres organismes. Et les marqueurs que vous voyez sur la
cartes sont des photographies qui ont été transformées en espèces identifiées. Le fait de travailler avec des smartphones permet d'avoir le nom, la date, le lieu, et donc d'attester la présence d'espèces à certains moments de l'année. Je vais vous faire une brève démonstration de l'application. J'utilise ici un iPhone, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel smartphone. Alors, vous pouvez voir dans l'application mon lieu de travail. Je peux explorer la région dans laquelle je me trouve afin de voir si d'autres observations ont été faites. Je peux observer les données qui ont déjà été soumises. Je peux également voir les projets auxquels je participe. Et je peux également réaliser la première tâche, à savoir identifier un spécimen. Donc, je suis dans mon bureau là actuellement et vous pouvez voir qu'il n'y a rien d'intéressant que je peux photographier. Mais je peux également sélectionner une photo que j'ai prise cet après-midi. Donc, j'ouvre ma galerie photo. Là, dans ma galerie, je peux choisir l'une des photos que j'ai prises à l'extérieur. Donc, prenons cette photo, par exemple. Et imaginons que je souhaite donner 2 points de vue différents d'un spécimen que j'ai pris en photo afin que l'intelligence artificielle puisse plus facilement me donner une proposition correcte, mais également pour que les personnes qui vont analyser mes photos puissent plus facilement identifier avec précision l'espèce concernée. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de soumettre 2 photos d'un même spécimen. Je peux sélectionner la photo qui permet d'avoir le plus d'informations sur le spécimen en question. Et donc, il s'agira de la première référence pour l'intelligence artificielle. Voilà, j'ai sélectionné cette photo. Et donc, je peux appuyer sur cet onglet. Et là, l'application est évidemment paramétrée en français, mais elle est également disponible dans toutes les langues des pays du réseau Civis. Et donc là, j'ai des suggestions qui apparaissent. L'intelligence artificielle a proposé plusieurs suggestions sur base de la photo que j'ai soumise. Et donc, l'intelligence artificielle est quasiment certaine que cette espèce appartient au genre Potentilla. Et je peux voir les autres suggestions avec des propositions plus précises. Là, il m'a dit que c'est peut-être une Potentilla indica. Et si je veux vérifier l'une des suggestions, eh bien, je peux appuyer sur le petit i, le bouton bleu à droite. Et une fois que j'appuie là, eh bien, je peux voir d'autres photos qui ont été prises. Et je peux comparer ces photos afin de voir si elles ressemblent à l'espèce que moi j'ai photographiée. Bon, compte tenu de la période de l'année, il est peu probable que l'on voit une photo avec une fleur. Mais sur cette photo du fruit, eh bien, je peux me dire que c'est bel et bien la même espèce que celle que j'ai photographiée. Donc, je peux sélectionner l'espèce. Et donc, voilà, là, j'ai décidé que
Il s'agissait probablement de cette espèce. Il y a d'autres indications à l'écran. Je peux par exemple préciser si la plante a été élevée en captivité ou pas. Là, non, car elle a poussé librement. Et ensuite, je peux appuyer sur le bouton en bas de l'écran et partager ce que j'ai trouvé. Et donc, vous pouvez voir sur l'écran principal que la synchronisation est en cours. Les données sont ensuite envoyées sur la plateforme iNaturalist. Et c'est sur cette plateforme que l'on peut consulter toutes ces données. Alors ça, c'est la première étape. La deuxième étape, la suivante, donc certaines personnes sont spécialisées dans les oiseaux, d'autres dans les grenouilles, d'autres dans les fraises, que sais-je. Eh bien, une identification préliminaire peut être effectuée par ces personnes afin d'identifier de manière bien plus précise les résultats. Et une fois qu'ils ont analysé une identification, eh bien, ils peuvent l'approuver ou bien proposer un résultat différent. Il s'agit donc d'une double vérification de l'identification qui permet de s'assurer que l'identification est bien correcte. Je peux montrer un exemple d'identification que j'ai fait dans un endroit complètement différent en France. Donc, sur l'écran, vous pouvez voir une photo de l'oiseau qui se trouvait très loin de l'endroit où moi je me trouvais. Donc, j'ai fait plusieurs photos, dont une de bien plus près. Mais vous voyez bien qu'il est très difficile d'identifier l'oiseau sur base de cette photo. Mais l'intelligence artificielle a été assez efficace et a pu détecter qu'il s'agissait d'un cygne noir. Et au bas de l'écran, vous pouvez voir la localisation de la photo, mais également le niveau d'identification qui a été atteint. À gauche, vous pouvez voir le niveau informel d'identification. Mais étant donné que nous avons passé les 3 étapes, les 3 points verts au bas de l'écran, eh bien, cela signifie que l'identification, que le niveau d'identification est assez bon et que cela peut être utilisé comme données scientifiques pour les chercheurs ou d'autres collectifs citoyens, des ONG qui peuvent se servir de ces données qui sont vérifiées dans le cadre de cette plateforme. Alors voilà pour cette petite démonstration. Alors, vous pourrez également consulter les données de NaturaShare sur la page web iNaturalist. Nous allons vous donner le lien qui vous permettra d'accéder directement au projet sur la page web de NaturaShare. Alors, cette page est disponible. C'est une capture d'écran qui a été faite hier. Et vous pouvez voir la collecte de données BioBlitz n'avait pas encore été ouverte hier, mais aujourd'hui, c'est bien le cas. Et vous y trouverez toutes les données qui ont été recueillies sur les 10 territoires de Civis. Donc, je vous ai dit qu'il y avait la géolocalisation des données. Cela signifie que les données peuvent être rassemblées de manière automatique sur la plateforme NaturaShare dès qu'elles sont récoltées sur ces territoires. Bon, il y a de mauvaises façons de prendre des photos. Si vous prenez mal vos photos, eh bien, l'intelligence artificielle ne pourra pas les identifier. Par exemple, à gauche, là, vous identifiez ma main et c'est ce que fera également l'intelligence artificielle. Elle identifiera ma main et pas la plante.
à droite sur la photo, il y a bien trop de plantes différentes. Alors, par contre, il y a des conseils pour prendre de bonnes photos. Alors, il faut par exemple prendre des photos de près en zoomant. Là, ce sont des photos bien précises. À gauche, vous pouvez voir un zoom fait sur une fleur. Au milieu, vous pouvez voir un zoom de la fleur également, des feuilles plutôt. Et à droite, vous pouvez voir une vue d'ensemble de l'ensemble de la plante. Donc, cela permet à l'intelligence artificielle et aux personnes qui analysent ensuite ces photos d'identifier de manière précise et correcte les photos. Alors, nous vous avons invité à télécharger cette application afin de créer un profil et d'explorer votre région. Vous pouvez prendre des photos chez vous, mais vous pouvez également vous rendre dans votre jardin urbain, qu'il soit personnel, privé, collectif. Mais si vous n'êtes pas impliqué dans un jardin urbain, eh bien, servez-vous de cette application pour aller visiter un jardin urbain dans lequel vous ne vous êtes peut-être jamais rendu et qui se trouve dans votre quartier ou dans votre ville. C'est l'idéal pour prendre des photos d'animaux, de plantes et pour rencontrer des personnes. C'est l'occasion idéale d'explorer ces regroupements de personnes dans votre ville et d'y participer. Donc, un moyen d'explorer la biodiversité sur votre territoire. Et nous avons également prévu des activités à faire dans certains des territoires. À Bruxelles, par exemple, le premier samedi du mois de juillet, il y aura une activité collective organisée par Biorama avec le soutien d'autres associations. Et l'idée, donc, cette activité s'appelle Meeting Insects Human. Sur le territoire de Bucarest, des BioBlitz vont être co-organisés par Ioana et Jetta, deux collègues de Bucarest qui travaillent en bioécologie, et des activités seront organisées, notamment des BioBlitz. Ces activités permettront de transmettre des connaissances et d'explorer différents sites de la ville de Bucarest, de découvrir l'orchidée urbaine à la Martisor ou de visiter des jardins que vous avez pu découvrir sur la vidéo que Luana nous a partagée avec nous. Alors ensuite, Tübingen. 6 activités différentes sont prévues à Tübingen ou dans le voisinage de la ville. Alors, des excursions botaniques, une visite guidée des insectes de la ville, et notamment une activité de suivi des papillons. Alors, l'excursion botanique concerne le projet Colorful Meadows dont on a entendu parler dans la vidéo sur Tübingen. Donc là, vous pouvez voir un aperçu des différentes activités proposées à toutes les personnes souhaitant y participer. Alors, d'autres activités seront organisées. Elles seront organisées sur certains territoires, notamment à Glasgow, qui souhaitent organiser certaines activités sur le territoire de la ville. Toutes les informations seront publiées sur la page Internet de NaturaShare qui est mise à jour de manière très fréquente en y incluant les actualités et les informations concernant chaque territoire. Alors, chaque territoire a son point de contact local.
Alors, à Bucarest, par exemple, il y a Magdalena, qui est la personne de contact locale avec Jetta ou encore Johanna Enache, qui sont toutes deux impliquées dans la recherche sur la biodiversité. Et donc, n'hésitez pas à consulter fréquemment cette page qui est disponible dans votre langue. Vous pouvez également suivre NaturaShare sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Et vous pouvez également partager vos découvertes avec le hashtag NaturaShare. Share with us your pictures on iNaturalist, but you can also send much more informal pictures, some picture but ambience of Vous pouvez nous envoyer des photos de personnes que vous avez rencontrées lors du BioBlitz, par exemple, ou d'autres choses qui, quelque part, est liée à la portée, à l'ambiance, à l'idée de NaturaShare. Envoyez vos photos, vos vidéos, vos pensées, vos enregistrements, tout ce que vous souhaitez partager avec les autres. Enfin, Sylvia a enregistré pour nous une très chouette vidéo. Cette dernière proposition est liée de près à la question des prairies colorées. Le but est d'améliorer la part de la nature dans les villes en créant votre bombe à semences pour une guérilla urbaine Flower Power. Regardez donc cette vidéo qui vous donne des idées pour améliorer la biodiversité dans vos villes. La personne ici qui lance une bombe à semences et vous voyez à droite les matériaux qui sont utilisés et vous pouvez jeter cela très très loin. Vous pouvez utiliser une fronde pour lancer ces bombes de semences, mais c'est une très chouette manière de faire participer les personnes, les jeunes, les personnes âgées ensemble pour créer la possibilité d'augmenter le niveau de biodiversité. Mais écoutons donc Sylvia. Bonjour, je m'appelle Sylvia Cioli de Zapata Romana. Je viens du Jardin Urbis, un jardin ici à Rome. Je travaille avec Civis, le projet Seminati sur la biodiversité. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une chose que nous faisons. C'est la bombe à graines ou la bombe à semences. C'est quelque chose que nous préparons régulièrement. Elle a été inventée par Masanobu Fukuoka, l'auteur japonais de la One Straw Revolution. Et comme il explique, l'idée derrière les bombes est que les humains ont un impact disproportionné sur la planète et il faut laisser la nature suivre son cours. Ces bombes à graines sont privilégiées par les jardiniers et les guerrieros dans toutes les villes du monde entier. Cette recette est très facile, il suffit de quelques ingrédients, on les prépare chez soi plusieurs fois. Voyons comment cela se fait. Les ingrédients pour fabriquer une bombe à graines sont la terre, l'argile, les semences et l'eau. Commençons par prendre un peu de terre, ce qui est la partie nutritive qui permet à nos graines de rester en vie. Ensuite, l'argile qui va protéger notre petite boule de terre et de graines. Et il faut avoir plusieurs graines, il faut avoir une diversité parce que nous ne savons pas où notre petite boule va se retrouver après le lancement. Nous avons ici de la coriandre, de la camomille, du basilic et du lupin.
ce sont des graines qui peuvent germer pendant la saison en cours. Le dernier ingrédient, il faut y faire très attention à l'eau. Il ne faut pas en mettre trop. Maintenant, vous pouvez commencer à mélanger le tout. On ajoute l'eau progressivement, très lentement. Vous obtenez la bonne consistance. Une consistance solide pour façonner. Et ici, on récupère les restes qui sont encore dans le bol. Et voilà notre première petite boule. Et voici la deuxième. Mais nous n'en avons pas encore terminé. Que faisons-nous avec ces petites boucles? Dans un souci de recyclage, nous pouvons utiliser les boîtes à œufs. Et nous avons par exemple ici deux petites balles qui ont été séchées. Nous devons les laisser sécher au soleil. Ensuite, nous pouvons mettre une belle étiquette sur la boîte. Et voici la recette pour se rappeler comment faire. Et le tour est joué. Nous avons donc atteint la fin de cet événement en direct et en ligne. Danser des bons bassements, c'est une bonne manière de vous inviter à sortir, à disséminer, à polliniser avec la nouvelle préoccupation autour de la biodiversité, mais les nouvelles choses que vous aurez apprises aujourd'hui, les nouvelles inspirations avec les activités que nous vous proposerons pour explorer vos villes, vos territoires, ce sujet. Nous serons de retour immanquablement dans les prochaines semaines pour vous informer de ce qui s'est produit. Sylvia, vous voulez partager quelque chose? Je ne voulais pas interrompre, je voulais dire que ce serait magnifique de réfléchir à un nouveau projet faisant intervenir tous ces projets qui sont très liés, qui sont en cours, et je suis impatiente. Réfléchissons-y. Tout était extrêmement intéressant. Et faisons quelque chose ensemble, ce serait magnifique. Oui, tout à fait. Merci, Sylvia. C'était l'un des buts de Natura Share. Nous voulions partager les expériences, les préoccupations, les idées, les défis, montrer la diversité de nos pratiques et contextes. Sortons, allons à l'extérieur. Le soleil brille. Utilisons ces beaux moments de l'année pour sortir, pour nous laisser inspirer et nous partagerons toutes les trouvailles et vous proposerons les prochaines ou une prochaine étape de ce que nous pouvons faire tous ensemble autour de ce sujet. Merci à vous tous d'avoir été présents aujourd'hui. J'espère que ça a été riche en informations et en inspiration. Et j'espère que vous êtes à présent impatients d'essayer les choses que nous vous avons montrées. Ce n'est qu'une première étape et nous allons vous revoir dans un avenir proche. Une excellente fin de journée à vous. N'hésitez pas à faire connaître Natura Share autour de vous. Merci à Yolaine, Sophie et Sylvia pour avoir partagé. Merci à Johanna, Jetta, Yann et à l'équipe de Tübingen. Merci aux deux étudiants dont je ne me souviens plus des noms, de Sophie. Merci à tous ceux qui ont partagé leurs vidéos. Et n'hésitez pas à partager la part Internet avec beaucoup de gens et de la consulter régulièrement pour savoir ce qui se passe. Bonne fin de journée à tous
et merci pour avoir partagé ce moment avec nous. Merci, à bientôt, au revoir.